Louis Chabaudreuil dit Godreau, l'énigme généalogique. D'après l'âge inscrit dans son acte de sépulture rédigé à Saint-Hyacinthe le 7 janvier 1832, Louis Godreau serait né vers 1748. À son mariage avec Josette Brouillet, célébré le 8 mai 1775 à Chambly, les noms des parents de la mariée sont précisés, tandis que ceux des parents du marié ont été omis. Seul indice pour commencer une recherche, la présence au mariage de Josette Godreau, sœur du marié. Plusieurs chercheurs ont tenté de découvrir la filiation de cet homme, mais avec si peu d'informations, aucun n'a pu résoudre cette énigme généalogique. Avec les années, des hypothèses ont été mises de l'avant dans les revues généalogiques. L'une d'elles étant que Louis Godreau serait un enfant illégitime. Il aurait été élevé dans une famille de Godreau, demeurant à Québec d'abord, puis à Montréal. Dans une recherche publiée en 2022, dans la revue L'Ancêtre, Jacques Lessard relance cette hypothèse concernant le couple Joseph Godreau et Marie Constantino, comme étant les parents adoptifs de Louis Godreau. S'appuyant sur 3 piliers de recherche, Louis Godreau serait né à Québec le 13 juillet 1752. Il aurait été introduit dans la famille Godreau-Constantino peu après sa naissance, alors que Joseph-Jacques Godreau, premier fils du couple, étant à ce moment malade, décédant le 21 août suivant. Dans ces circonstances, Louis serait un enfant de remplacement pour la jeune mère qui venait de perdre le sien. Enfant d'adoption, Louis aurait grandi avec Marie-Joseph, surnommée Josette, et présente au mariage de Louis. Le déménagement de la famille Godreau à Montréal vers 1756 aurait permis la rencontre avec Hippolyte Chabaudreuil, chez qui Louis aurait travaillé comme serviteur pour ce négociant voyageur entre 1759 et 1764, assez longtemps pour créer des liens et inciter Louis à ajouter dans son acte de mariage le patronyme de ses anciens maîtres à celui de ses parents adoptifs. Quels sont ces 3 piliers de recherche? D'abord, une recherche dans les registres de Saint-Hyacinthe décrit l'inexactitude des âges déclarés aux actes de sépulture. Selon cette démarche, sur les 107 sépultures d'hommes inscrits dans les registres de Saint-Hyacinthe entre 1800 et 1835, dont l'âge révélé était au-delà de 75 ans, seulement 6% d'entre eux avaient l'âge exact selon le PRDH et 64% des actes indiquaient en trop 3 ans et plus de l'âge réel. Dans ces circonstances, Louis Godreau aurait pu naître en 1752. Cette étape a permis d'entamer une nouvelle recherche dans les registres paroissiaux afin de trouver le baptême de Louis Godreau. Deuxième pilier. La consultation de la thèse d'Émilie Robert sur les nourrices de l'île de Montréal a permis de comprendre le contexte social et historique du phénomène à la fin du régime français. L'auteur rappelle la situation de l'enfant illégitime à partir de sa naissance. Au début du 18e siècle, l'enfant déclaré illégitime à l'Église était pris en charge par l'État. Et on lui assignait une nourrice qui allait lui donner des soins durant les 18 premiers mois. Les directives des ordonnances traçaient les premières années de leur vie du passage chez la nourrice à celui chez l'habitant. Dans une ordonnance de 1722, s'appliquant aux villes, l'intendant Bégon confia cette responsabilité au procureur fiscal, tandis que dans les villages, c'est le curé qui fut investi de cette mission.
Pour des raisons religieuses et pour contrôler le phénomène d'infanticide, le maire d'un enfant illégitime devait déclarer la naissance. De plus, cette ordonnance statuait sur les tarifs offerts aux nourrices. 45 livres pour les 3 premiers mois et 30 livres pour les trimestres suivants. Les enfants qui franchissaient la première étape devaient être engagés avant l'âge de 4 ans chez l'habitant, et ce jusqu'à l'âge de 18 ans, afin de les initier aux travaux de la terre, de l'entretien des animaux et de la maison. Ces informations nous donnent le contexte de vie des enfants illégitimes et des étapes à suivre pour les premières années de vie. Troisième pilier. Marie Constantino aurait été la nourrice d'un enfant confié par l'État. Afin de faire valoir cette hypothèse, 3 actes de sépulture tirés des registres de Notre-Dame de Québec de 1755 révèlent le nom d'enfants décédés en nourrice dans cette famille. Par ses premières grossesses, Marie Constantino était en état de nourrir un enfant. Ainsi, pouvait-elle se présenter devant le procureur fiscal et demander les 45 livres de rente pour le service. Rappelons que pour cette famille, une telle rente était bienvenue, voire nécessaire, comme le montrent des documents de la Cour civile, témoignant de la condition de vie de ses membres. En effet, pas moins de 25 dossiers à leur nom entre 1751 et 1756 seront rapportés avant leur départ pour Montréal, presque toujours comme défendeurs défaillants et condamnés aux dépens dans des actions sur compte ou en réclamation, souvent liées au métier de charretier et de Joseph ou de livreur journalier du quartier Saint-Roch. L'engagement de Louis Gaudreau chez les Chabaudry. Étant à Montréal depuis 1756, Marie Constantino donne naissance à 4 de ses 7 enfants. Par conséquent, pour la famille Gaudreau, l'obligation de placer un enfant était bien réelle. On engageait l'enfant pour sa formation, mais aussi pour des raisons économiques, car cette famille était encore de conditions modestes. On le constate dans l'acte de sépulture de Joseph Gaudreau en 1766, où le vicaire précise que le défunt était enterré dans le cimetière des pauvres. À la suite de ce décès, Marie Constantino continua la tradition en faisant engager officiellement 2 de ses enfants, soit Joseph, 13 ans, le 23 janvier 1769, puis François, 11 ans, le 9 juillet de la même année, pour servir jusqu'à l'âge de 18 ans. Le placement des enfants était courant à cette époque. Par exemple, Gabriel Gaudreau, le frère de Joseph, plaça en 1756 Jean-Baptiste, son fils alors âgé de 6 ans, pour une période allant jusqu'à l'âge de 18 ans. Il fit de même en 1759 pour 3 autres de ses enfants, dont Jacques, 4 ans, et Angélique, 7 ans. L'engagement de Louis Gaudreau chez les Chabaudry. Hippolyte Chabaudry et sa femme auraient requis l'assistance d'un jeune domestique pour quelques années afin d'aider l'épouse lors des nombreux voyages d'Hippolyte dans les pays d'en haut. Hippolyte Chabaudry fut voyageur pour la traite des fourrures dès 1754. Cette occupation a été confirmée en 1763 et en 1794 notamment, lorsqu'il dut céder son emplacement du quartier Saint-Joseph pour rembourser une importante perte de marchandises. Les revenus générés par ce travail de négociant lui permirent d'acquérir 2 maisons et d'engager des domestiques. Il est d'ailleurs mentionné dans le Dictionnaire des esclaves et de leurs propriétaires de Marcel Trudel, où l'auteur rapporte la présence de la servante Marie-Charlotte, une panisse vivant sous le toit des Chabaudry en 1788. Enfin, pour faciliter la convention à l'amiable, précisons que les 2 maisons des Chabaudry étaient à environ 15 minutes de marche de la résidence des Gaudreau, puisqu'en 1762, Joseph et Marie Constantino demeurent encore au faubourg d'Ailleboust. Cette entente terminée, Louis aurait été engagé à nouveau, mais comme domestique à l'extérieur de l'île. Selon les registres paroissiaux, Louis Gaudreau était à Chambly dès 1772 et sa sœur y était au moins en 1774. Marie Constantino les aurait placés chez un habitant de cette paroisse.
Cette hypothèse est compatible avec la présence de 2 domestiques dans la famille de François Picard, selon le recensement de Chambly de 1765. Le nom des enfants n'est pas précisé, mais il s'agit d'un garçon et d'une fille. Le garçon avait moins de 15 ans, soit une naissance après 1750. Rappelons que François Picard a joué un rôle important lors de l'établissement de Louis Gaudreau à Chambly. Il était son proche voisin et ensemble, ils ont reçu une terre de concession en 1782. Il a aussi été le parrain de François, deuxième fils de Louis Gaudreau. Conclusion. La possibilité d'une erreur sur l'âge dans l'acte de sépulture de Louis Gaudreau a permis d'entamer une nouvelle recherche sur son origine dans les registres paroissiaux. Une étude historique récente concernant les nourrices de Montréal à la fin du régime français a porté un nouvel éclairage sur ces femmes et leur situation sociale. Le phénomène des enfants illégitimes y a été étudié au grand profit des historiens et des chercheurs en généalogie. Pour notre démarche, la réunion des contributions historiques et généalogiques a facilité la formulation de nouvelles propositions, s'ajoutant aux hypothèses déjà avancées. Cette nouvelle approche a permis de fixer des balises dans le temps et l'espace et a favorisé l'hypothèse voulant que Louis ait été associé aux Gaudreau et aux Chavaudré. Certains acteurs se sont insérés dans ce scénario et, en raison de leur présence, quelques années ont pu être précisées. Par exemple, le mariage du couple Gaudreau-Constantino a contraint une naissance après 1751. Et à cause de l'engagement chez les Chavaudré, la naissance recherchée a été limitée dans le temps. Le contexte historique et les faits généalogiques ont orienté l'écriture de scénarios logiques et ont permis de présenter un profil sommaire des personnes en cause. Moins romanesque que certaines hypothèses, celle de l'adoption du jeune Louis par les Gaudreau et son engagement comme serviteur chez les voisins Chavaudré, alors sans enfant, suit un parcours réaliste et est en accord avec les coutumes de l'époque.